Le dessin se présente comme une sorte de perspective respectant l'orientation des verticales et des horizontales, cherchant à faire apparaître sur une seule figure tous les détails. Une roue hydraulique, comportant des aubes inclinées, entraîne la rotation d'un arbre de transmission. Celui-ci porte 4 cames qui appuient tour à tour sur un pantographe articulé attaché à la partie inférieure de la lame de scie. Une roue à 6 dents guide et soulage la pièce d'arbre à débiter, la bille. Cette roue est libre sur l'axe car elle doit tourner plus lentement que celui-ci et tenir compte de la dureté irrégulière du bois à couper. On peut aussi imaginer que la roue dentée constituait seulement la partie visible d'un mécanisme chargé de faire avancer la bille au fur et à mesure du sciage. Dans le cas d'un dispositif plus perfectionné, les 6 dents de la roue pourrait agir sur des fuseaux, assurant un avancement régulier de l'ensemble porteur de la bille. Cette roue pourrait être actionnée manuellement ou mue par un mécanisme simple. De tels systèmes d'avancement automatique ont été mis au point sur des engins plus perfectionnés au siècle suivant. Dans ce cas, se trouverait accolé à la roue dentée un grand tambour ou pignon jouant le rôle de minute des anciennes scieries. Lié par une tige articulée à un point bien choisi du pantographe, il permettrait de régler le dispositif commandant la minute grâce à un sabot cliquet. Voyez à nos amis, allez-y. Oui, bonjour, Daniel Coé, donc ébéniste. Donc je vous présente ma scie, une multitude de petites choses mises bout à bout qui finalement fonctionnent. Vous allez voir la sciure. Donc c'est une rivière, là, je ne sais pas si on va comprendre. Une rivière tout simple. On met des pieux, on fait monter l'eau dans la rivière. Pour qu'elle remonte d'1 mètre pour avoir un certain tirant d'eau, pour que la roue elle puisse tourner. Donc dans le tournant de la rivière ou pas, enfin bref. On met l'arbre, on installe l'arbre. Sur le côté ici de la rivière, on refait un barrage et on force l'eau à faire tourner la roue.
Et ici, on sert de stockage, on fait passer l'eau, les arbres qui sont amenés vers la scie. Donc c'est une partie de stockage et une partie de forçage d'eau pour alimenter la rivière. C'est là qu'on voit c'est quand même une scie provisoire, parce que là, c'est sur tous les mauvais bois. Même la perche, c'est toutes des petites branches, des bois qui sont pleins de nœuds, etc. Ici, c'est pareil. Hein. Bon, l'arbre, effectivement, là, lui, il est de qualité. Hein. Mais les arbres, c'est prévu pour travailler, à mon avis, 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, c'est tout. Hein. C'est un chantier, c'est-à-dire que c'est la scie qui se déplace dans la forêt. Pour la roue, finalement, c'était simple, plus simple que prévu, quoi. Il suffit de s'énerver un petit peu. Hein, j'ai simplement été tronçonné à 11h, j'ai tronçonné un frêne dans un terrain qu'on a. Hein. Je l'ai ramené, j'ai scié au ruban en 2, vert, un scène vert. Et bon, c'était l'hiver, donc j'ai passé au-dessus de la flamme un feu en fonte, où on brûle des copeaux, etc. Quoi, la chaleur, vous voyez, c'est brûlé par le feu. Et de l'extérieur, j'ai forcé pour qu'il se cintre. Hein, et une fois forcé, j'ai fait des trous, j'avais prévu des trous à espace régulier, fait au compas. Hein, donc j'ai enclenché mon bout de bois, mis une cheville, plié, enclenché mon bout de bois, et là c'est la fin. Donc on en fait passer deux l'un au-dessus de l'autre, on les croise, une cheville, et puis une cheville pour finir. Voilà. Alors là, le détail de la roue aussi, c'est intéressant, c'est les axes. L'axe, il passe en travers, là, carrément en travers. C'est le même bout de bois qui passe ici, qui passe là. Voilà, alors là c'est l'histoire de l'idée de... on fait un cône, hein, comme on fait un cornet de frites, mais avec du cuir, on enroule, hein, donc on perce un trou, on le fixe toujours par la broche qui dépasse, là on peut avoir notre fixation, puis on laisse l'eau couler même de l'autre côté. Le principal c'est que l'eau rentre dedans, elle fasse du poids, et ça entraîne la roue. Alors pareil, donc deux traverses appuyées sur le parallélogramme pour le déformer. S'il y a trop grand effort, les deux bouts de bois s'écartent, et ça ne casse pas. Bon, là, l'axe conique, là, donc ça se termine sur l'axe conique. Alors ça, c'est au plus simple, hein, l'arbre, en fait, il est maintenu sur 2 axes coniques. Un peu plus simple. De l'autre côté, on fait une entaille dans le bois. Ça vient se poser dans le bois, et il suffit de mettre de la graisse de mouton ou du suif. Ça me paraît bien conforme à ce qu'on veut faire. Donc ça pourrait être fait comme ça en forêt, je pense que ça pourrait être fait. Là, je vais refaire un essai vraie grandeur, parce que là, c'est une maquette. Voilà, là, il y a même un endroit où il y a un équilibre. Et j'ai vu mettre plus de poids sur le parallélogramme pour tarer le ressort. C'est-à-dire que plus le ressort est comprimé, il y a un moment où il est très très souple, et on scie vraiment du bout des doigts. Donc ça figure la roue en cours de fabrication. Ça, c'est la roue. Hein, donc les montants, ils sont 1,50 m plus haut, la roue, elle fait à peu près 3 mètres. Donc ça vient ici, ça appuie sur le parallélogramme. Bon, là, c'est pareil, c'est le principe. Je vais vous montrer, c'est l'histoire de la fourche. La fourche qui vient, qui s'appuie dedans. Et là, elle ne peut plus échapper. Elle est obligée de laisser. Ou si c'est trop dur, la fourche, elle s'écarte. Et ça ne casse pas. Et ça refait un tour et ça revient. Aussi bien en laminage de la roue, donc ici la poulie folle, ce qu'on parlait tout à l'heure. Là, c'est pas dans l'engrenage, c'est simplement la pression sur la pointe qui se retransmet sur l'arbre et tout l'ensemble bascule vers l'avant. J'ai posé sur les roulements et puis j'ai fait mes tournages dans le milieu de la partie. Parce que ça, c'est tourné. Et là, c'est tourné. Et c'est tourné de 2 façons différentes. C'est-à-dire, comme il y a un excentrique, quand celui-là, il est en bas, là, il a besoin de beaucoup de force. Tout l'arbre, là, il appuie ici. Tu vois, il se coince. Et là, en dessous, quand il va tourner, et ben là, ça va être vide. Il remonte, il va tourner dans le vide. Et tout ça, c'est dans l'eau, ça flotte. C'est-à-dire que quand ça tourne à la journée longue, ça ne s'use pas. Quand il n'y a pas d'effort, ça tourne, mais il n'y a pas d'effort. Sur les roulements, enfin, c'est pas de roulement, mais je veux dire, c'est dans l'eau, c'est flotté. Donc là, le principe, c'est que la roue est excentrée. Hein, donc on voit ici, certainement ici à l'intérieur, là, hein, c'est fait exprès. Disons que l'axe est plus par ici sur l'arbre. Ce qui fait que quand elle va tourner, avoir cette différence pour pouvoir rentrer dans l'arbre. Voilà, il y a une sorte d'excentricité. Voilà, c'est le principe. Sur le parallélogramme, ça va faire des formes. Voilà. En fait, la grande technique, c'est cette technique-là. C'est cette technique de préhension qui m'a fait comprendre que ça pouvait marcher. Ça, c'est les principes de l'aïkido. Hein, vous appuyez là, vous défermez le parallélogramme,
Et avec très peu de force, vous arrivez à faire descendre la scie et le ressort qui donc la fait remonter. L'idée, c'est que tout soit dans l'eau, même l'arbre. Les 8 tonnes sont dans l'eau. Un arbre de 8 tonnes, vous le mettez dans l'eau, vous le guidez comme une péniche, puis comme une péniche, vous le coupez en deux. Péniche en fer, vous mettez une lame en fer. Villard de Haute-Cour, l'un des plus célèbres architectes français de son temps. Nous voulons rendre hommage à un génie français resté trop dans l'ombre. Et pour l'assise qu'aujourd'hui nous allons inaugurer, Daniel Coé va se faire un plaisir de vous expliquer le fonctionnement. Donc l'assise Villard est pratiquement utilisée pour dédoubler des bois, des gros bois, de grosses poutres. On les coupe en deux. C'est simplement la déformation d'un parallélogramme qui entraîne la scie. Et très peu de force pour enlever le mouvement de la scie. Donc le mouvement de l'arbre, là on ne peut pas faire tourner parce que ça peut être dangereux. Quand même, on s'est aperçu que là, c'est une fourche qui est appuyée, c'est un système de préhension qui vient appuyer sur mon parallélogramme et déformé. Il faut savoir que tout ça, c'est dans l'eau. C'est-à-dire que le niveau de l'eau, il est ici. La poutre, elle ne pèse plus. Tout est dans l'eau. Donc le poids de l'arbre ici, il vient sur le pic, ici, et là, c'est une poulie folle. Il vient s'entraîner avec l'arbre. C'est comme une roue de Solex. Pour démarrer un Solex, on appuie, on fait démarrer la roue, et ça entraîne le bout de bois vers la lame. Et c'est la lame en descendant qui avance vers le bois pour couper. Alors pour aligner le bois aussi, il y a un système qui est fort intéressant. Quand je vais représenter ici, quel que soit le diamètre de l'arme, 80, 30, on est toujours sur les 30 points aussi droit. C'est un système pour scier droit. C'est une excellente initiative qu'a eue la municipalité d'Aulnecourt-sur-Escaut avec un spécialiste en menuiserie de reproduire ici une des machines de Villard de Hautnecourt. On ne dira jamais assez que Villard de Hautnecourt est un des plus grands architectes du Moyen-Âge, que c'est une fierté pour Hautnecourt et pour le Cambrésis de l'avoir comme enfant du village et qu'il faut faire connaître son œuvre. Bravo donc à toute l'équipe qui a permis cette belle réalisation. Il faut continuer. Oui, bonjour, Régis Canessour, donc président de Saint-Jacques-en-Boulangrie à Cambrai. Donc nous avons pour mission de reconstituer les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, de tourner jusqu'à Saint-Quentin, en passant par Hautnecourt-sur-Escaut. Je dirais que Hautnecourt a été le point central de notre mission de reconstituer les chemins de Saint-Jacques. Et de voir la scie aujourd'hui reconstituée par M. Coé. Effectivement, Villard, c'est un Européen convaincu de son temps. Il a voyagé en Suisse, bon, il a fait en Hongrie, etc. Quoi. Des choses vraiment intéressantes dans son carnet à reproduire. Quoi. Et les architectes se sont surtout intéressés au niveau des constructions, des cathédrales, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses techniques dans son carnet, quand on regarde, qui sont intéressantes à développer aussi. La géométrie, le dessin, le trait, etc. C'est intéressant. Alors dans notre logo, hein, Saint-Jacques-en-Boulangrie, nous avons un labyrinthe. Donc c'est justement un clin d'œil à Villard de Hautnecourt. Ce qui fait que, pour vous dire que Hautnecourt est quand même un point très central et rayonnant des chemins de Saint-Jacques du Nord. Donc nous allons mettre très certainement, très bientôt d'ailleurs, une photo avec l'autorisation de la ville et de M. Coé, une photo de la scie sur notre site internet pour que tout le monde puisse se dire qu'est-ce que c'est que ça, il faut qu'on aille voir. Paul Van Esdal, ancien maire d'Hautnecourt, pendant 18 ans, nous avons créé à l'époque la première scie et avec l'association Villard d'Hautnecourt qui était menée par les ingénieurs de Paris, par Madame Pernoud, Madame Régine Pernoud, médiéviste, Monsieur Jean Guimpel. Alors depuis ce temps-là, la scie elle a vieilli, mais maintenant elle est remise à neuf par Monsieur Coé. Il en était amoureux depuis très longtemps, il faut dire ce qui est. Elle est plus, si vous voulez, ressemblante à l'original. Mais l'histoire d'Hautnecourt, si vous voulez, si on devrait faire des fouilles, l'histoire d'Hautnecourt est presque plus intéressante que celle de Cambrai. Et c'est connu.